C'est les régions barbaresques. D'accord? C'est pour ça que vous devriez dire à un Maghrébin, tu es de la région barbaresque, c'est ça. Avec les produits de l'Europe méridionale, les vignes, les céréales, les oliviers comme en Italie ou en Espagne, des montagnes élevées qui appellent la pluie chaque année et la neige quelquefois. Un climat qui les rend sans peine habitables pour l'Européen. Quand on a quitté cette région septentrionale, qu'on a traversé une mer de sable de 12 ou 1500 km, on trouve l'Afrique nouvelle, celle que nous soupçonnions à peine il y a 20 ans, avec d'immenses steppes dont les herbes sont plus hautes que la taille d'un homme, avec des forêts impénétrables tant la végétation y est puissante, le sol d'une énergie incroyable activée par un soleil brûlant qui l'aiguillonne pour donner 4 ou 5 récoltes si l'on le travaille et prodigue les fruits même lorsqu'on le néglige. La vie animale s'y manifeste avec la même richesse exubérante. Les prairies sont remplies de gazelles, d'antilopes, de buffles. Les éléphants s'y comptent par milliers et l'air n'a pas une population moins nombreuse. Même contraste sous... Alors l'air n'a pas une population moins nombreuse, on parle des moustiques, des insectes et tout ça. Même contraste sous le rapport de la constitution géologique. Si l'on en croit les données, un peu hasardées cependant, l'Afrique méridionale formée la première n'a pas reçu toutes les retouches par lesquelles la nature semble avoir voulu donner à notre monde septentrional plus de variété dans les formes et les aptitudes, comme l'ouvrier qui trempe son arme pour la rendre plus forte. Le grand ouvrier de la nature a successivement soulevé et plongé dans les eaux de la mer l'Afrique septentrionale, en même temps que nos terres d'Europe, il essaie les craies. Les pétrifications et les terrains calcaires, plus rares peut-être dans l'Afrique centrale, ainsi 2 terres et 2 races, de ces races, l'une comme la terre qu'elle habite, est restée immobile au moment où Dieu l'envoya dans ces contrées, c'est la race noire. Alors eux, ils considèrent qu'on est resté immobile. En fait, ils appellent l'harmonie l'immobilité. C'est-à-dire que pour eux, ils sont mobiles parce qu'ils créent du matériel. Le fait de goudronner une route, c'est être moderne. Mais le goudron tue la vie. Mais pour eux, c'est brillant. Rien ne pousse sur du goudron. Quand tu as goudronné une route, tu as asphyxié la vie. Mais pour eux, c'est brillant. Voilà. En fait, on est dans un paradigme qui est totalement inversé. Nous, ce n'est pas, selon nos ancêtres, la nature est vivante et tu en fais partie, donc tu dois respecter le vivant, les hommes comme la nature. Mais chez les Yamnaya, ils ne comprennent pas ce que c'est que la nature. Ils ne comprennent pas la création. Ils confondent richesse et matérialisme. Voilà. Et ils inventent des choses qui sont parfaitement inutiles. Et ils appellent ça le progrès. Par exemple, le progrès serait de proposer aux petits frères le monde à l'envers, de changer de sexe. Bah oui, ça en est arrivé là, le progrès occidental. Bah oui, on en est là. Je veux dire, oui, mais le progrès est en train d'atteindre le corps humain. Bientôt, on va pouvoir te mettre des espèces de chromosomes de poules. Ah oui, ça veut dire que bientôt, voilà, on va proposer à des gens de pouvoir faire des œufs. Les hommes, bientôt, on va leur dire que les hommes vont en maternité. Bref, on est juste dans la perversion, la dépravation, le néant. Voilà ce qu'ils font. Par contre, pour eux, vivre en harmonie avec la création, c'est vivre en harmonie avec Dieu. Mais ils ne comprennent pas. Trop compliqué pour eux, ça. Ouais, moi, je veux mon sac à main, je veux mon sac. Bon, voilà. Pardon, fétiche, même dans la médecine, ils disent qu'ils sont dans le progrès dans la médecine, mais dans tous les pays où la médecine est avancée,
les gens sont plus malades. Au fait, c'est plus C'est les ça, pharmacopées qui bénéficient. Les gens tombent malades. Nous sommes tous malades à gauche, à droite, c'est ça. à cause de ces médicaments, en fait. Hein. Donc, faut, à un moment donné, en Espagne, là, ils viennent de légaliser le mariage avec des chiens. Ah oui. C'est le progrès. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, non, en fait, moi, ils me font. En fait, c'est. L'autre, virgule, vous voyez, on est là. C'est où ma souris là? Voilà. L'autre, virgule, la race blanche, continue en quelque sorte les révolutions qui agitèrent jadis sa patrie. Toujours en mouvement. Ne s'organisant un jour que pour reprendre son œuvre le lendemain. Cependant, il ne faut pas pousser cette différence jusqu'à l'exagération. Malgré l'influence du pays où ils vivent, malgré la générosité du sang qui les anime, les Blancs peuvent dégénérer. Et l'Afrique nous en donnera la preuve. De même, la race noire n'est pas condamnée sans appel. Le grand désert qui sépare les deux continents africains a séjourné plus longtemps sous les eaux et il a été quitté le dernier par l'océan, si bien qu'il en a gardé l'aspect. Des sables ondulés par le vent comme les flots, des cailloux roulés, des étangs qui déposent, après les pluies, leurs croûtes salines. Les îles qui parsemaient cette ancienne mer y sont restées sous forme d'oasis, et leurs roches, en recueillant les vapeurs, y conservent une fertilité inconnue au désert. D'autres oasis présentent un caractère tout opposé. Elles doivent leur fécondité non pas à l'élévation du sol, mais au contraire à la dépression des terres. Les eaux amassées par les pluies à plusieurs centaines de kilomètres sur les pentes des montagnes viennent par des canaux souterrains jaillir à la surface, alimenter les sources et les pluies. Telle est l'oasis du Faisan, d'où part la route conduisant les négriers dans le Bournou. Il faut voir leur caravane dans les immenses solitudes du désert pour comprendre ce que la fatigue, la chaleur, les privations doivent apporter de souffrance aux esclaves nouvellement enlevés à la liberté. C'est dans le désert que se fait pour ces malheureux l'initiation à la servitude. La ville de Mourzouk est au 26e degré de latitude nord et l'on doit arriver au 16e degré avant d'atteindre la limite méridionale du Sahara. Il y a donc en droite ligne 1100 kilomètres de chemin à travers la solitude. Tu fais marcher des hommes, des femmes et des enfants sur 1100 kilomètres. Oh mon Dieu. Voilà. C'est-à-dire, c'est même plus qu'un Paris-Marseille. C'est 800 kilomètres Paris-Marseille. Dans cette longue route, on trouve quelques oasis, mais quelquefois, pendant plusieurs journées de marche, les voyageurs ne rencontrent qu'un pays entièrement nu. C'est là que les caravanes d'esclaves éprouvent le plus de pertes, non seulement à cause de la fatigue, mais parce que les négriers aiment mieux économiser leurs provisions que de sauver la vie à quelques-uns de ces malheureux. Tu sais à quoi ça me fait penser là, Fétiche? Ouais. Au livre de l'Afrique occidentale française, je crois. Quand le journaliste explique, il demande au gars, mais pourquoi vous faites porter les... Ah non, c'est dans Terre d'ébène. C'est dans Terre d'ébène. Terre d'ébène. Voilà, c'est ça. Et puis le mec répond que le noir coûte moins cher que l'essence. Ouais, je me souviens de ça. C'est exactement la même scène. Je me souviens de ça. Les noirs, le nègre coûte moins cher que l'essence. Voilà. Sur cette route, les chameliers ont l'habitude d'attacher les outres et les os. Alors, sur cette route, les chameliers ont l'habitude d'attacher les outres et les seaux, l'ouverture du côté de la tête de l'animal. En effet, si un esclave dévoré par la soif s'avise de dérober une goutte d'eau, le chameau qui est altéré aussi se met à crier et s'arrête dès qu'on touche à la provision. De cette manière, le traitant est averti. Sur certains points, la route est vraiment bordée d'ossements, des deux côtés, dit M. Gerhard Hoff, des ossements humains.
Nous voyons les ossements blanchis des cadavres morts, quelques squelettes ou encore le katoum, le vêtement, des nègres. Même celui qui ne connaît pas le chemin du Bournou n'a qu'à suivre les ossements dispersés à gauche et à droite de la voie et ne se trompera pas. Que ces restes soient ceux des esclaves, on le reconnaît à ceux qui n'ont pas été enterrés. Les maîtres ne pensent pas qu'il vaille la peine de leur donner une tombe quand ils meurent de fatigue ou de soif. C'est surtout aux approches des sources que les squelettes deviennent plus nombreux. Les misérables y arrivent mourants. Un peu d'eau pourrait les sauver, mais les vents ont rempli de sable l'orifice des puits. Il faut travailler pour découvrir la source. Les plus robustes seuls pourront attendre et supporter le travail. Les autres s'arrêtent pour mourir. Merde. Un jour. Donc, en fait, excuse-moi de te couper, Fétiche, ouais. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, après des semaines, des jours de traversée, arriver à terme, c'est encore eux qui sont fatigués, déshydratés, qui doivent creuser le puits, qui doivent dégager le puits qui est rempli de sable. C'est fort, c'est fort. Un jour, c'est un cadavre de jeune garçon que le voyageur trouve vers un puits. Le soleil l'avait desséché comme une momie. Avant que les hyènes des environs fussent venus le manger. Un autre jour, dans cette eau boueuse puisée au milieu de l'obscurité, les serviteurs ont rempli leur seau avec moins de précautions. Quand on l'apporte dans la tente, on y trouve un crâne d'homme. Cependant, le voyageur serait fort malvenu de parler contre la traite aux habitants des oasis, comme à ceux du faisan, car c'est la traite qui les enrichit. Les uns sont marchands d'esclaves, les autres vendent les produits de leurs terres aux caravanes de négriers. Les vrais maîtres de ces solitudes sont les Touaregs, oh là là, qui les sillonnent dans tous les sens. Mais les propriétaires immédiats du sol appartiennent à la race noire des Tébous. Voilà. Vous voyez, les Touaregs sont là. Toujours. Voilà. Ceux qui nous combattent en Afrique, là, ils sont là. Ils sont en Mauritanie, ils sont au Niger, ils sont dans le nord du Mali. Des anciens négriers, là. Voilà. Mais les propriétaires immédiats du sol, on s'en a vu. Dans le Kawar, une oasis qu'on rencontre sur la route de Bournou. Ces Noirs sont surtout occupés à tirer pour leurs suzerains les Touaregs, les croûtes de sel que des eaux souterraines déposent au fond de leur puits. Vous voyez ? Les Noirs, les esclaves, travaillent pour leurs maîtres, les Touaregs. Ah, c'est ça la haine aujourd'hui alors. Ah oui, mais c'est pour ça que les Touaregs ne peuvent pas accepter que des Noirs les dirigent au Mali ou en Mauritanie. Et comment est-ce qu'ils font l'amour avec la France, franchement? Je sais pas. C'est la France leur promet une partie du Mali en sachant tout ça. Ces gens, c'est ensemble. C'est vraiment comme des jumeaux, là, le blanc et l'arabe. Les croûtes de sel que des eaux souterraines déposent au fond de leur puits. Ce serait une vieille race, puissante jadis que celle des Tébous, si elle descend véritablement des anciens Garamantes. Comme l'histoire paraît le prouver, quelques ruines des débris de colonnes de marbre, le témoignage ça et là dans le désert. Le nom générique de cette race et de leur langue est assez souvent celui de Kamouri. Il semble même que ce désert se soit enlaidi, comme eux, en s'étendant, car de nombreux cônes de terre végétable, retenus autour de racines desséchées,
indique que la végétation a reculé sur quelques points. Ce désert séparant l'Afrique littorale et l'Afrique intérieure nous donne une véritable explication de l'infériorité des races africaines et du sort qui les a jusqu'ici condamnées à la servitude. Voilà. Là, je retrouve mon bon français, là, voilà, de 1870. En effet, ces hommes isolés de l'ancien monde, relégués dans une prison presque sans issue, ont dû vivre de leur vie propre sans recevoir les richesses de l'industrie. Quelle richesse de l'industrie! Et l'ignare d'auteur qu'il est là ne sait même pas que c'est les connaissances des peuples subsahariens qui leur ont permis d'avoir les industries. Enfin, bref, passons. Ni les idées de la science, voilà, parce que pour lui, on n'avait pas d'idée de la science en Afrique subsaharienne, ni le mouvement de la civilisation, alors qu'ils parlent une langue que nos ancêtres leur donnent. En même temps, mais c'est ça l'ignorance, hein, en même temps, les sables du désert sont plus difficiles à vaincre que les flots de l'océan. Une caravane doit, avec des ressources plus limitées, affronter plus de dangers qu'un vaisseau. Voilà pourquoi l'Afrique centrale a été découverte la dernière, longtemps après l'Amérique. Cette Afrique nouvelle que l'océan de sable caché au vieux monde commence vers le 16e degré et à son extrême frontière du nord nous montre un des empires les plus importants peut-être qu'elle renferme. Le pays du Bournou présente en effet un voyageur qui arrive sur des vieilles idées de notre Europe sur la race noire. Le spectacle véritablement extraordinaire d'une population active, intelligente et industrieuse. Voilà. Là, il se rend compte que que l'Afrique, en fait, est une population active, intelligente et industrieuse. Malheureusement, à côté du bien, le mal apparaît bientôt. Le bien, c'est nous, là. Le mal, c'est eux et les Arabes. D'accord ? À côté de cette vigueur morale d'un peuple se livrant à l'industrie et à l'agriculture, se montre cette plaie hideuse de l'esclavage qui arrête forcément tous les développements d'une première civilisation. Le Bournou est l'un des marchés les plus abondamment pourvus d'esclaves et les razzias légalement organisés ne laissent jamais attendre les négociants en gros qui travaillent pour l'exportation de cette marchandise humaine. Dans ces longs sentiers blanchis par des ossements qui sillonnent le désert, nous avons vu comment voyagent les malheureux. Plus tard, l'Arabie, le grand centre de vente, nous montrera le sort qui les attend. Maintenant, nous touchons au pays de l'achat. Vraiment, on a de la peine à comprendre comment se fait cette récolte d'hommes. Les mobiles qui poussent les princes à dépeupler leurs États et la fatale patience de la nation qui se laisse décimer par la chasse aux esclaves. Voilà. Quand on arrive au Bournou par le nord, longtemps avant de toucher à la terre fertile, avant d'avoir quitté les flots sablonneux du désert, l'approche du continent s'annonce aux voyageurs. Comme sur les bords de la mer, des volées d'oiseaux s'éloignent de quelques journées. En abandonnant la terre ferme, il y a sur les bords du désert une zone de plusieurs jours de traversée où des plantes aventureuses s'avancent de temps en temps lorsqu'une ondée l'a parcouru sous le souffle du vent. Puis, après cette ligne herbeuse, il faut en parcourir une seconde, large également de plusieurs journées de marche, où le sol déjà couvert d'une couche plus épaisse d'humus s'est revêtu de grands arbres. Cette double ceinture d'herbes et de forêts s'étend à travers toute l'Afrique, des bords de l'océan Indien à ceux de l'océan Atlantique. Nous les retrouverons l'une et l'autre quand nous remonterons le Nil pour suivre les chasseurs d'hommes. C'est justement dans ces jungles que la chasse commence. C'est une merveille des plus curieuses que cette barrière de végétation qui sépare le continent intérieur et les sables du Sahara, mais elle apparaît bien plus étonnante encore lorsqu'on songe que cette barrière marche toujours en avant, poussant chaque année un peu plus loin sur un sol aride les conquêtes de la vie. Le double avant-garde des herbes et des forêts finira par traverser le désert. Au-delà de ces forêts de mimosas, du côté du Bournou, les torrents des grandes pluies trouvent la vaste dépression du Tchad où ils versent leurs eaux. Le Tchad, qu'on appelle Tchad aujourd'hui, présentant l'aspect tantôt d'un lac, tantôt d'un marais, mais étendu comme une mer, est le centre
autour duquel se sont groupées les races noires que nous venons visiter. Ces eaux sont peuplées de crocodiles et d'hippopotames, les deux habitants de tous les fleuves de l'Afrique méridionale. 4 États nègres entourent le lac, le Kanem au nord, le Wadaï et le Bagirmi du côté de l'Orient et le Bournou du côté de l'Ouest. C'est dans la capitale de ce dernier qu'il faut se transporter pour visiter le grand marché d'esclaves. On y arrive en longeant le lac Tchad, en parcourant un riche pays, en traversant la rivière de Komadougou qui est à sec pendant l'été. Voilà. Bien, on va s'arrêter là, je pense, pour cette première lecture. Hein. Pour cette horreur, fétiche. Page 56. Ouais, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas, moi. Attends, on va demander. Djebel, mon frère, tu veux réagir? Oui, je suis là. Bon, comment t'as vécu ce live? C'était un live plutôt difficile à encaisser. Mais voilà, quoi. On se blinde quand on vient sur les fétiches. Donc voilà, je suis blindé. J'ai même mon carapace. Et puis voilà, quoi. Ce qui fait que je ne fais pas trop de commentaires parce que ça me dépasse. J'ai pas de mots et puis voilà, je reste sans voix et j'écoute. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas d'émotion, que je ressens pas les choses. On est tous différents. Et, enfin, bref, ça m'a fait mal. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, moi, je sais même pas. Moi, je suis comme vous. Hein. Je sais pas quoi dire. En fait, je sais pas. Kaizano. Là, il y a des passages qui sont réellement terribles. On se demande comment on peut être autant dénué d'humanité. Là, déjà avec Livingstone, maintenant Berlioz, on passe de Caraïbes dans ce là. Moi, ma question que je me pose, en tout cas, c'est toujours... est-ce qu'ils sont humains? Moi, c'est ça que j'ai dans la tête. Moi, c'est ma question, c'est celle-là. Est-ce que les Arabes et les Occidentaux sont humains? Est-ce qu'on mérite encore ce titre quand... Non, mais parce que honnêtement, tous les peuples de la Terre ont toujours voulu améliorer leur cadre de vie. Tous, sans exception. Mais il n'y a que les Arabes, les Blancs et les Juifs qui sont, c'est-à-dire qui ont eu un comportement comme celui-là. Parce que on peut penser qu'un criminel, voilà, dans toutes les sociétés au monde, tu as toujours un criminel, un psychopathe qui a tué des enfants, qu'on arrête et tout ça. Bon. Mais on ne parle pas de ça. C'est du trafic d'êtres humains à grande échelle pendant des siècles. Donc la question c'est, Kaizano, comment tu expliques leur humanité si on doit considérer qu'ils sont humains? Ils ne représentent pas 10% de la population mondiale, mais ils sont à l'origine de quasiment 100% des crimes. Tu expliques ça comment? Je sais pas. Je saurais pas moi, je peux juste constater là, mais l'expliquer maintenant, c'est compliqué. La consanguinité, j'en sais rien. Parce que moi, je t'avoue que je ne comprends pas. Parce que tu ne trouveras pas d'histoire en Asie où les mecs se sont mis pendant 6 siècles à se vendre comme des esclaves, pendant 1600 ans à faire, oui, je sais pas moi, la Chine est allée au Laos, prendre des Laotiens. Tu vois, ça existe nulle part. Pourquoi eux? C'est leur système. C'est leur vie.
Non, Fétiche, je pense que avec ce qui se passe à l'heure actuelle, avec même les propos qu'ils ont, par exemple, sur le conflit qui les oppose à la Russie, quelque part, c'est un conflit qui les oppose au monde entier. Et ce qui nous oppose, eux, peuple du Nord, peuple d'Amantes, à nous, les peuples du Sud, c'est qu'ils sont capables, pour seulement profiter de l'asservissement de la nature et des hommes pour leur propre confort. Et c'est ça que les autres peuples, les peuples du Sud, n'ont jamais accepté ceci. Et regarde la révolution qui est en train de se faire avec les BRICS. Ils ont bien compris que plus jamais ils ne doivent donner l'ordre mondial dans les mains de ces barbares. Plus jamais. Ouais. En tout cas, moi, je suis un peu... Je trouve que les gars, ils vont fort. Le monde à l'envers. Mon frère. Ouais, les fétiches. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Je voulais dire quelque chose, mais franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. En fait, je suis bloqué encore sur le passage de nos ancêtres qui arrivent à terme et qui doivent encore creuser le puits. Alors oui. Sur le chemin, il y a leurs eaux, il y a j'ai relevé une petite information là aussi, pour se faire encore un petit peu mal. J'ai regardé que j'ai converti les 10 francs. Alors, 10 francs français. De l'époque, hein. Tenez-vous bien à. Ouais, ça équivaut à 1,52 €. Voilà. On vendait nos ancêtres à 1,52 €. C'est ça. Le prix d'un café à Paris, quoi. C'est ça. Voilà, exactement. Tu avais 2 ancêtres pour 3 €. C'est ça. Troisième offert. Non, mais c'est pas drôle, mais bon. C'est le monde qu'ils ont décidé. La nature va s'en occuper tranquillement. Et ils ne se sont pas excusés pour le passé. Nous, on ne s'excusera pas pour l'avenir. C'est tout ce que je peux dire. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est clair et net. Faut arrêter. C'est bon. Soy Misty, ma soeur. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Je constate, je remarque. Désolé, mais pour une fois, je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci beaucoup, ma soeur, d'avoir été là. Merci et courage. Le truc, c'est que ça, c'est une des signatures des fétiches de guerre. Quand on dit qu'on est en guerre contre notre ignorance. Et nous tous, nous ignorions cet ouvrage, qu'on ignore d'ailleurs toujours, on vient de le découvrir un peu. On a lu 36 pages sur 400 pages. 36, on a juste fait 36 sur 400. Donc, il y a encore du boulot. Et, par contre, apprendre, ça fait mal. Mais moi, demain, quand je vais parler à mon fils, là, de l'esclavage, il va lire dans mes yeux que... Il va comprendre la gravité du truc. Parce que, tu vois, honnêtement, qu'ils viennent en Afrique voler du gibier et que nos parents galéraient pour pouvoir nourrir les enfants et qu'on a arrêté de manger de viande pendant 1000 ans parce que les Arabes venaient chasser le gnou et les machins et qu'il n'y avait plus, bon, qu'on a mangé que des légumes, des tubercules et tout. Bon, voilà, tu vois, c'est bon, pas de problème, ok les gars, bon, vous aviez vos enfants, on avait les nôtres, vous avez pensé à vos intérêts, bon, voilà.
Ça, tu peux valider un truc comme ça. Mais putain, les mecs viennent. C'est ce qu'ils font. Moi, les